Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, de plus en plus de panneaux lumineux envahissent nos villes. Enfin, ils sont surtout dans les gares, dans les stades, dans les aéroports. De nombreuses voix s'élèvent pour faire interdire ou en tout cas contrôler un petit peu mieux ces panneaux qui posent des problèmes à la fois écologiques et puis des problèmes peut-être même de santé. On en parle ce matin suite à la publication d'une tribune signée par des députés, par des chercheurs, par des représentants associatifs. On en parle avec Stéphane de Tlonde. Merci d'être avec nous, président de l'UPE, c'est l'Union de la publicité extérieure. Bonjour à vous. Bonjour. Yves-Marie, vous êtes le cofondateur de l'association Lève les yeux, et Guillaume Dumas, vous êtes chercheur en neurosciences à l'Institut Pasteur. Donc peut-être, bonjour à vous Yves-Marie, on va commencer avec vous. Vous avez signé cette tribune. Racontez-nous de quoi il s'agit, de quel panneau on parle. Alors, on parle, donc bonjour, on parle des écrans vidéo publicitaires qui commencent à apparaître dans les villes et dans les gares et dans les aéroports. Effectivement, aujourd'hui, à Paris, ils ne sont pas encore autorisés, mais il y a, on pense qu'il y a cette volonté de les autoriser bientôt. Et ils sont déjà présents dans les gares. Donc ce sont ces panneaux qui en fait diffusent des vidéos. On les voit dans les vitrines parfois des agences immobilières ou de certains magasins même maintenant où il y a des vidéos. Alors ça c'est une autre catégorie de vidéos, mais effectivement là on commence à voir ces vidéos, écrans vidéo publicitaires qui sont tout aussi problématiques. Mais oui, donc par exemple à Marseille où j'habite, là on voit dans la rue des écrans vidéo publicitaires. Et alors, quel est le problème pour vous ? Alors, la liste des problèmes est longue. Mais il y en a beaucoup. Je pense que le premier ordre des problèmes, c'est les problèmes écologiques. Ça nous paraît un petit peu aberrant à l'heure de l'urgence climatique et des enjeux écologiques que tout le monde sait, de vouloir installer des écrans vidéo publicitaires qui ont un coût énergétique 7 à 15 fois supérieur aux écrans actuels. Rétroéclairés. Il y a les enjeux sur la biodiversité avec la pollution lumineuse. Il y a l'extraction de terres rares pour la fabrication de ces écrans. Il y a le problème du recyclage. Et puis il y a aussi l'incitation à la surconsommation dans les messages publicitaires. C'est le principe de la publicité. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors Stéphane de Tlonde, comment vous réagissez ? Comment vous avez réagi à cette tribune ? Vous étiez au courant que ça posait problème et qu'il y avait... C'est un débat qu'on a souvent. Et en fait, dans cette tribune-là, il est proposé des interdictions ou des restrictions à la publicité, notamment la publicité numérique, qui existent déjà. Dans le droit français. Parce qu'on est très loin de la loi de la jungle, on a un arsenal juridique qui est déjà extrêmement restrictif. C'est-à-dire qu'on a déjà un premier outil qui est ce qu'on appelle un règlement local de publicité, qui permet à toute commune de dire tel quartier, telle rue est interdit à la publicité, notamment numérique, est autorisé ou je réduis le format. Donc il y a un premier étage de restriction. Il y en a un deuxième, c'est que tout panneau digital doit faire l'objet d'une autorisation préalable au cas par cas, qui donne à l'autorité compétente, la plupart du temps au maire, un pouvoir d'appréciation quasi absolu pour refuser ou accepter une publicité digitale. Il peut s'y opposer. Et enfin, un troisième outil qui, là, relève du code de la route, qui permet d'interdire tout panneau publicitaire, notamment numérique, qui représenterait ou pourrait représenter un danger sur la circulation routière. Et à ce moment-là, il est immédiatement déposé. Ça date de quand, ces panneaux ? Une dizaine d'années. Ils sont apparus très lentement, mais il y en a peu en France. Il y en a à peine quelques milliers, à comparer à le nombre d'écrans télévision, tablette, téléphone, peut-être 150 millions ou 200 millions. Oui, mais donc la télévision, vous choisissez de l'allumer. Là, ce sont des choses qui s'imposent à vous. Raison pour laquelle il existe déjà des interdictions et des restrictions que, bien entendu, nous respectons. Oui. Alors, d'un point de vue, on va demander aux chercheurs en neurosciences, pourquoi est-ce que vous avez signé cette tribune ? Alors, pour plusieurs raisons, en tant que chercheur, mais en tant que citoyen. Et ça fait suite aussi à une tribune qu'on avait écrite il y a justement quasiment 10 ans pour avertir sur les dérives potentielles du neuromarketing et justement de l'usage des neurosciences et des sciences cognitives dans le cadre de la publicité. Je pense que je rejoins le monsieur sur les aspects écologiques, en fait. Alors là, on sort des neurosciences, mais sur le plan neuroscientifique, on peut parler d'injonction paradoxale, c'est-à-dire avoir en fait une représentation
d'une injonction de devoir être en alignement avec des objectifs écologiques devant l'urgence climatique, etc., de la part des citoyens, et en même temps de voir que ceux qui provoquent cette injonction ne l'appliquent pas. C'est-à-dire du coup, de faire attention à sa consommation électrique, à sa consommation d'eau, etc., et en même temps d'avoir des autorités qui légitiment un gaspillage aussi incroyable d'énergie, crée en fait justement un bug au niveau raisonnement chez les citoyens, du coup. Oui. D'accord. Non, mais sur cette préoccupation, tout à fait d'accord. Il faut que l'ensemble des acteurs se préoccupent de la transition écologique, se préoccupent du changement climatique ou du désordre climatique, et que tout le monde doit, aujourd'hui, avec résolution, s'engager dans une voie de transition. Et que, ce qui veut dire que nous, on doit faire preuve aussi d'une certaine sobriété, que nous devons, par exemple, être extrêmement vigilants sur la consommation énergétique, nous orienter. Je vous prends un exemple. La semaine dernière, nous avions eu le Grand Prix de la communication extérieure qui a primé une campagne qui permet, dans un panneau publicitaire, de convertir par des capteurs le bruit de la ville en énergie électrique. Donc, il y a une fabrication d'énergie renouvelable à partir du bruit et des vibrations produites par le bruit. Voilà, pour moi, le genre d'initiative auquel les entreprises doivent participer, doivent contribuer pour être des acteurs de cette transition énergétique et écologique. Mais qu'est-ce que vous répondez, que j'ai lu en préparant l'émission, que un panneau consomme l'énergie d'une famille, de trois familles. Ça, c'est pour les anciens dispositifs. Tous les opérateurs sont engagés dans un processus de remplacement des dispositifs numériques en utilisant des technologies qui sont beaucoup plus économes, en utilisant des énergies renouvelables, et chacun est en train de prendre des engagements, je crois, très forts pour qu'il y ait une prise en compte de cette préoccupation dans les nouveaux panneaux digitaux. Donc c'est un processus qui est en cours, auquel tout le monde doit contribuer. Nous ne sommes pas du tout indifférents à ces questions-là. Et c'est quelque chose, c'est une démarche très volontaire dans laquelle on est engagé. Oui, les panneaux publicitaires doivent consommer moins d'énergie. Moins d'énergie, ça passionne nos auditeurs. Oui, ils consomment énormément d'énergie, et à Caen, on les entend même ronronner. Corinne nous dit, il y a dans ma commune voisine une pub pour une boutique de sous-vêtements féminins, de jouets pour adultes. Cette pub-là est maintenue depuis des années, pas terrible. Et puis pour les enfants, et puis les conducteurs, les messieurs en particulier, qui ont le regard attiré par ces panneaux lumineux. Aussi, on nous parle de ces écrans qui surgissent dans la nuit, parfois dans certaines villes. La pollution lumineuse est terrible, même pour les oiseaux. Visiblement, ils sont pas fans. Quand même, là aussi, il y a quand même beaucoup de restrictions, parce que, outre ce que j'ai déjà indiqué tout à l'heure, le Code de l'environnement prévoit que les panneaux digitaux sont limités dans leur format, sont interdits dans les communes de moins de 10 000 habitants, donc en espace rural, et qu'ils doivent en outre être éteints la nuit, obligatoirement, et enfin qu'ils doivent être équipés de systèmes qui permettent de faire varier la lumière selon l'heure et selon l'emplacement. Juste une question, si ces panneaux se sont développés, c'est que les publicitaires y ont vu un intérêt marchand. C'est-à-dire, est-ce que cette publicité-là, elle est beaucoup plus prégnante? Alors, c'est peut-être Ils y ont vu surtout la possibilité de réduire le nombre de panneaux publicitaires. De papier. Pas seulement le nombre en valeur absolue, parce qu'il faut savoir quand même que le nombre de panneaux 4x3, l'affichage traditionnel, a diminué de moitié en 10 ans. De moitié en 10 ans. Et alors ? Et que c'est substitué à ça des modes de publicité qui sont plus souples, plus réactifs, et qui offrent beaucoup de services. En ce moment, par exemple, sur les dispositifs digitaux, nous avons plusieurs campagnes sur le coronavirus. Parce que c'est très réactif. Alors, peut-être avec vous, Guillaume Dumas, sur l'impact de la lumière sur le cerveau, c'est-à-dire est-ce que les messages lumineux rentrent plus dans sont plus influents sur notre cerveau? C'est pas forcément une question de luminosité, mais plus une question de mouvement, en fait, parce que évolutivement, notre cerveau est fait pour porter attention là où il y a du mouvement. Et justement, en fait, les écrans vidéo ont l'avantage de justement créer des mouvements forts, ou de créer des différences dans le temps qui sont immédiatement capturé par l'attention de l'être humain. Et c'est donc c'est en ça que c'est invasif d'un point de vue attentionnel. Et justement, c'est là aussi où il y a des risques potentiels pour tout ce qui est accidentologie. Alors, je sais bien qu'il y a des cadres
légaux pour faire enlever en cas de danger d'accidentologie, mais les procédures sont extrêmement longues. Et il y a beaucoup de collectifs, par exemple, comme les débrouilleurs. Juste une chose, est-ce que est venu à votre connaissance un seul accident de la route en France à cause d'un panneau publicitaire ? Le problème, c'est de démontrer directement la causalité, mais effectivement, à mon niveau, j'en ai pas de... Nous non plus, c'est quelque chose sur lequel on est pourtant extrêmement vigilant. Oui, Yves-Marie, vous vouliez répondre oui, alors, ce que disait Stéphane d'Haute-Londres. Oui, tout à fait. Alors déjà, moi, je voulais me réjouir que ce débat ait lieu et réjouir d'entendre sur ce plateau le consensus pour dire qu'on est tous en faveur de la transition écologique. On voit bien qu'il y a une évolution des mentalités qui est vraiment très heureuse. Et du coup, je me pose la question, si on est vraiment motivé pour avancer vers la transition écologique au regard des enjeux dramatiques qui sont devant nous, pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas tout simplement les écrans publicitaires, vidéos publicitaires ? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils apportent à l'humanité, si ce n'est un coût énergétique, un coût sanitaire, un coût sociétal, que personne ne veut. Je veux dire, comme vous le dites, les citoyens, quand on leur interroge, ils n'en veulent pas. Voilà, donc la tribune, elle est assez légère, elle demande que... et elle est partagée d'ailleurs par plein de politiques différents. On demande qu'il y ait plus d'encadrement, et pourquoi pas, il y avait Delphine Batho qui avait proposé une loi pour l'interdiction des écrans publicitaires, à laquelle nous, on est totalement favorables. Voilà, du coup, on pose cette question. Ouais, est-ce que... Oui, Stéphane. Moi, je pense que compte tenu des enjeux qu'on a face à nous, soit on considère que la publicité est un adversaire, parce que, comme vous dites, surconsommation. Mais enfin, il faut quand même avoir une autre idée de soi-même pour dire que la consommation des autres est une surconsommation. Se faire juge à ce point de la manière dont les autres consomment me paraît un peu contestable. Mais surtout, c'est que est-ce qu'on va faire de la publicité un partenaire ou un adversaire de cette transition-là ? Nous, on voit bien qu'aujourd'hui, dans les publicités, on a infiniment plus de publicité pour les produits ou services qui contribuent à la transition énergétique. Je pense aux produits bio, je pense aux véhicules électriques, aux énergies renouvelables, que de produits vendus. Si la publicité n'est pas là pour réorienter la consommation des ménages, je pense qu'on prendra du retard dans la transition écologique. Mais donc ces panneaux vont changer, c'est ce que vous dites. Maintenant, ils seront moins énergivores, c'est ça ? Chaque génération permet de faire énormément d'économies d'énergie. Il y a des énergies renouvelables qui sont en train d'émerger. Et bien entendu, dès qu'elles seront disponibles, nous le ferons. Est-ce que les communes gagnent de l'argent avec ces panneaux ? Comment ça se passe ? Qui gagne quoi ? Qui est payé ? Oui, alors, de manière générale, la publicité extérieure reverse près de la moitié de ses revenus. Donc, reverse auprès des acteurs locaux, collectivités locales notamment, ou régies de transport, entreprises de transport, la moitié de ses recettes. Donc, à peu près 600 millions d'euros chaque année. Donc, ce qui est une contribution à l'économie locale ou aux entreprises de transport. À quoi s'ajoute qu'il existe une taxe spécifique qui s'appelle la taxe sur la publicité extérieure, donc qui pèse sur qui est assise sur la surface des panneaux publicitaires. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les redevances pour tout ce qui est mobilier urbain, c'est-à-dire qui est implanté sur le domaine public. Sur le domaine public, parce qu'on voit effectivement aux arrêts de bus ces écrans qui de plus en plus sont comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Vous parlez en tant que citoyen, mais aussi en tant que chercheur. En tant que citoyen, je suis aussi engagé dans ce débat, justement pour la liberté de non-réception. J'avais même défendu ça à l'ONU dans le cadre des droits fondamentaux humains, comme quoi, en symétrique à la liberté d'expression, il y a aussi une liberté inhérente à ne pas se faire imposer un contenu. Ça, c'est la publicité en général. Voilà, c'est exactement. Tout l'affichage. Tout l'affichage. Et même, une des idées, c'est d'avoir le même niveau d'affichage de publicité, parce que je ne suis pas contre le fait de rendre publique une information, c'est même nécessaire en société, mais d'avoir le même standard pour un affichage associatif et un affichage commercial à des fins pécuniaires. Ouais. Pour vous aussi, vous voulez aller dans ce sens-là ? Oui, moi je trouve que c'est vraiment encore très intéressant ce que vous disiez, monsieur, sur est-ce que la publicité peut être un partenaire de la transition ? C'est vraiment un débat très intéressant, puisque, et c'est très important qu'on l'ait, je pense qu'effectivement, on a un sujet. La publicité, l'objet même de la publicité, c'est d'inciter à la consommation. Il ne s'agit pas de juger les autres sur ce qu'ils vont faire. C'est l'essence même de la publicité, c'est d'inciter les gens à consommer. Ça a été un moteur de croissance pendant des années, qui a été très utile au développement de nos pays. Mais on arrive dans une période, effectivement, où moi je suis convaincu que l'objectif ne doit plus être la croissance économique et l'augmentation de la consommation. Alors, effectivement, c'est des grands débats. Alors, on est au-delà du débat des panneaux et de la publicité extérieure. Bien sûr, mais donc du coup, c'est
une c'est tendance. très intéressant de poser ces questions-là, parce qu'effectivement, il faut qu'on se les pose face au niveau d'urgence climatique. Oui. Beaucoup de nos auditeurs sont souvent d'accord en disant la pub, ça sert juste à la surconsommation. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a aujourd'hui une remise en question de ce modèle, Stéphane Dautelonde ? Je pense que ça, c'est vraiment c'est un modèle ancien. Encore une fois, c'est toujours compliqué au cas par cas de dire moi, je ne surconsomme pas, mais toi, ce que tu achètes, c'est de la surconsommation. Encore une fois, et c'est difficile d'être juge de la manière dont les gens vivent. Aujourd'hui, on voit qu'on est beaucoup plus dans une publicité de transfert, de type de consommation. C'est-à-dire que c'est le bio versus le non-bio, véhicule électrique versus véhicule thermique, c'est circuit court versus grande distribution traditionnelle. De plus en plus, la publicité s'oriente non pas à augmenter vos consommations, c'est substituer vos consommations par une autre. Et donc, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite aujourd'hui de la part des publicitaires sur l'affichage, sur ce type de publicité, justement, l'affichage extérieur, est-ce qu'elle est plus efficace, cette publicité, que celle qu'on peut trouver dans les journaux ou pas ? Il y a de plus en plus une polarisation du marché publicitaire entre une publicité de ciblage qui utilise Internet, donc Google, Facebook, et une publicité d'interception ou d'interpellation, c'est-à-dire on vous montre une publicité que vous n'avez pas nécessairement été que vous n'avez pas choisi ou vous n'avez pas été cherché. Parce qu'il y a plein d'entreprises ou de services qui ont besoin de dire, voilà, j'existe, j'ai un zoo à proximité, j'ai sorti un nouveau modèle de véhicules électriques, je m'engage dans les circuits courts, dans la distribution, je m'engage sur des produits bio. Tout ça, tous ces produits et services émergents vont avoir besoin de la publicité pour dire j'existe et venez plutôt vers moi que vers autre chose. Il y a des panneaux capteurs, collecteurs de données. J'ai vu la polémique à Orléans. Non, alors ça, avec tout le respect que je dois aux chercheurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné dans cette chronique où il est dit parle de l'emprise de la publicité sur les individus et entre parenthèses, il est dit caméra identifiant l'âge et le genre. Non, c'est une fausse information. Voilà. Et un chercheur doit vérifier ces informations. C'est une fausse information. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Et là aussi, la réglementation française, qui est extrêmement précise, extrêmement rigoureuse, ne le permettrait pas. Donc non, 3 fois non, ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. Vous dites à Stéphane Dautelonde, Guillaume Dumas ? Oui, ça n'existe pas. Et justement, c'est par le principe de précaution où déjà, il y a 10 ans, on s'est battu pour que ça n'existe pas. Et le problème, justement, c'est que les chercheurs se renseignent sur les technologies possibles. Avec des caméras, on est capable maintenant de reconnaître le battement cardiaque, par exemple, avec juste la vidéo du visage, pour reconnaître des informations qui ne sont pas identifiantes, qui rentrent donc dans le cadre du RGPD, mais qui pourront être quand même utilisées à des fins de statistiques. Et en fait, on met en garde face à ça, pour pas que justement ça se fasse dans le futur. Yves-Marie, vous allez poursuivre votre action. Cette tribune du JDD, elle est destinée à quoi ? À alerter. À alerter, tout à fait, à provoquer ce genre de débat qu'on salue. Et on va évidemment continuer. Nous sommes plein d'associations regroupées en différents collectifs pour nous mobiliser. Nous, Lève les yeux, on est engagés aussi sur la question des écrans en général dans la société, notre dépendance aux smartphones, aux tablettes, etc. Donc on va continuer effectivement sur ce combat. Merci à tous les trois. Merci Stéphane Dautelonde, donc président de l'Union de la publicité extérieure, Yves-Marie, cofondateur du collectif Lève les yeux, et Guillaume Dumas, chercheur en neurosciences à l'Institut Pasteur. Merci à vous. Merci.